Lena de koyona we chwa mayon bodo we twa jalo no. Alors cette soirée, nous l'avons prévue en 3 temps, de façon, dans un premier temps, à bien traiter de l'état des lieux. Donc nous passerons à 2 voix à chaque fois, un temps sur cet état des lieux, et vous aurez ensuite la parole pour des questions de compréhension, d'explication. Dans un deuxième temps, nous traiterons plutôt des causes, des tendances lourdes qu'il y a derrière les chiffres, les données. Là aussi, ce sera à 2 voix, toujours. Et puis, vous aurez aussi, bien sûr, la parole pour les échanges. Et nous terminerons, ce sera le temps le plus copieux, j'allais dire, sur les pistes qui nous sont proposées pour lutter contre les constats qui ont été faits, qui sont faits, qui seront faits. Bien sûr, pistes qui traitent du contexte actuel de la pandémie, mais plus largement de la faim dans le monde, avec ce focus particulier sur les conséquences de la pandémie. Pandémie qu'il ne faudrait pas croire terminée. Alors c'est vrai que là, on est en train de tester une 5e vague, mais dans le monde, la pandémie est loin d'être terminée, elle est engagée. Donc pour débuter, nous allons traiter de l'état des lieux, et je passe sans plus tarder la parole à Manuel. Ça nous semblait tout à fait naturel, même si vous allez voir ce que l'on va vous présenter est complémentaire, qu'on le prépare ensemble dans cet esprit. Donc je vais commencer par un petit élément qui vous donne une synthèse, vous donner une définition de l'insécurité alimentaire, de la sécurité alimentaire. Puis après, je laisserai la parole à Josie. Vous avez compris qu'il avait une longue expérience une expertise en tant qu'enseignant universitaire, et il pourra vous détailler bien plus que moi ces éléments. Donc, simplement pour vous dire que la faim dans le monde a connu une hausse sans précédent, 6 années continues. 768 millions de personnes ont souffert de la faim, 2,4 milliards connaissent l'insécurité alimentaire, 40% de la population mondiale ne peut pas se nourrir correctement. Donc le problème de la faim et de l'insécurité alimentaire est un problème grave, critique aujourd'hui. Donc on vous propose, pour commencer, une définition de ce qu'est la sécurité alimentaire, qui désigne la situation dans laquelle des individus ont, en tout temps, un accès physique, social, économique à une nourriture suffisante, en tout temps, saine et nutritive. Donc il ne s'agit pas qu'elle soit simplement suffisante, il faut aussi qu'elle soit de qualité nutritive et qu'elle soit saine, qui satisfait leurs besoins, leurs préférences alimentaires et leur permet de mener une vie saine et active. Je crois que c'est important d'avoir en tête cette définition. Vous avez devant les yeux un graphique qui provient d'un rapport annuel publié par les Nations Unies, en particulier la FAO, le PAM, le Fonds international pour le développement agricole, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé, et qui essaie de faire l'état des lieux de l'évolution de l'insécurité alimentaire dans le monde, et donc de l'évolution de la faim. Et les chiffres pour cette année nous montrent effectivement, comme le disait Manuel, que nous avons un chiffre une estimation de 768 millions de personnes qui souffrent la faim.
il est intéressant de voir l'évolution. Vous savez peut-être que les Nations Unies ont approuvé des objectifs du développement durable, qui prévoient la fin de la faim, si je puis dire, en 2030. Donc un objectif de faim zéro en 2030. Il est clair que nous ne l'atteignerons pas. Mais on voit en plus que nous avons une tendance, qui est une tendance plutôt à l'augmentation qu'à la diminution, et c'est un sujet de préoccupation majeure. Lorsqu'on a étudié pour la première fois ces problématiques de manière globale, ou peut-être, je devrais dire pour la seconde fois, en 1945, à la création de la FAO, on a constaté que la population mondiale était de 2,4 milliards d'individus, plus ou moins, et que sur ces 2,4 milliards d'individus, il y en avait 800 millions qui souffraient de la faim. Entre-temps, la population mondiale a dépassé 7,5 milliards, en fait 7,9 milliards ce soir, et nous avons toujours un peu moins de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. Ceci veut dire qu'on est parvenu à nourrir effectivement 5 milliards de personnes additionnelles. À quel coût pour l'environnement, nous en parlerons, mais que l'on n'arrive pas à résoudre ce problème de la faim. Le suivant nous montre la répartition géographique des personnes souffrant de la faim dans le monde en 2020, où l'on voit que la majorité d'entre elles se trouvent en Asie, avec une part importante en Afrique, bien sûr, mais également dans les autres régions du monde à un moindre titre. La faim est un phénomène africain, mais pas uniquement. Mais on note aussi que l'évolution qui a lieu actuellement, en particulier en Chine et en Inde, montre une forte diminution de la faim et de la pauvreté dans ces deux pays, alors que dans le continent africain, les tendances ne sont pas les mêmes et l'évolution est beaucoup plus lente. Il y a différents niveaux de malnutrition. Il y a les individus qui souffrent de la faim, c'est-à-dire des individus qui ne mangent pas tous les jours, des personnes qui souffrent dans leur corps parce qu'ils n'en trouvent pas de nourriture à se mettre sous la main et qui dès lors ne peuvent pas avoir une activité normale. Qu'est-ce que j'entends par une activité normale à ce niveau? J'entends le fait de pouvoir grandir pour les enfants, de pouvoir s'éduquer, de pouvoir travailler et de pouvoir donner naissance à des enfants en bonne santé. Et qui se trouvent donc dans un cercle vicieux de la faim et de la pauvreté, puisqu'ils vont donner naissance à des enfants qui eux-mêmes seront mal nourris et ne vont pas pouvoir étudier, travailler, etc. etc. On parle de chiffres, mais on se souvient qu'on parle surtout d'individus, de personnes, et qu'on parle surtout de souffrance. Pendant longtemps, on a insisté sur le fait que la faim tuait, mais aujourd'hui, il y a beaucoup moins de grandes famines qui tuent, mais ça n'est pas moins grave pour autant. Je dirais bien même au contraire, parce que nous avons donc des centaines de millions d'individus qui souffrent à cause du manque de nourriture. Ensuite, nous avons en jaune le pourcentage qui correspond aux personnes qui n'ont pas une alimentation suffisante. Ce qui veut dire que ce sont des personnes qui peuvent manger tous les jours, des personnes qui peuvent manger vraisemblablement les 1500, 1800 calories dont elles ont besoin pour pouvoir survivre, mais qui vont manquer de vitamines, qui vont manquer de sels minéraux et qui dès lors ne vont pas pouvoir avoir une vie entièrement normale, qui ne vont pas avoir les facultés pour étudier, pas avoir toutes les capacités pour travailler
et pas être en mesure de transmettre une santé forte aux enfants qui vont naître d'eux. Et ces gens-là sont estimés à 1/3 de la population mondiale, environ 2,4 milliards d'individus. Et ces personnes ne sont pas uniquement des individus qui sont loin, qui sont dans des pays exotiques et pauvres. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à se nourrir convenablement, et nombre d'entre elles sont moins loin de nous qu'on le croit. Brièvement, pour vous faire comprendre comment on approche cette problématique et comment on essaie de l'analyser, on va essayer de déterminer un certain nombre de conditions qui permettent d'atteindre la sécurité alimentaire. La première chose qu'on va voir, c'est si les aliments sont disponibles, à savoir s'ils ont été produits, s'ils sont disponibles dans le pays ou dans la famille. Et effectivement, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Pendant très longtemps, on a cru qu'il suffisait de produire des aliments pour que tout le monde puisse manger à sa faim. À l'heure actuelle, on sait que c'est faux. On a compris à l'heure actuelle, et pourtant dès 1979, Amartya Sen, qui est un économiste indien, prix Nobel d'économie, qui est connu en France parce qu'il a fait partie de la commission Stiglitz sur le recalcul du revenu national. En 1979, Amartya Sen écrivait « Chez moi, en Inde, au Bengale, des gens meurent de faim et pourtant je vois, à côté de chez moi, des quantités incroyables de nourriture qui sont disponibles. Simplement, ces gens ne peuvent pas l'acquérir. » Et effectivement, c'est la seconde condition que l'on étudie. Est-ce que ces aliments qui sont disponibles sont accessibles à cette population? En d'autres mots, est-ce qu'elles peuvent y accéder physiquement? Et surtout, est-ce qu'elles peuvent l'acquérir? Et ceci nous fait comprendre qu'une des causes importantes et fondamentales de l'insécurité alimentaire est le manque d'accès à la nourriture, et dans ce cas, la pauvreté. Et donc, il faut se souvenir que la pauvreté est un des éléments fondamentaux. Enfin, il est nécessaire que les aliments soient de bonne qualité, c'est-à-dire qu'ils soient nutritifs. Si les personnes laissent les aliments s'abîmer, s'ils mangent des aliments de seconde ou de troisième qualité, sous prétexte qu'ils veulent en acheter beaucoup, ou qu'ils sont pas chers, ou qu'ils ne savent pas comment il faut faire, s'ils ne savent pas les conserver, s'ils ne savent pas les cuisiner, s'ils perdent à travers leur activité les éléments nutritionnels qui sont dans la nourriture, manger ne va pas leur apporter les éléments nutritifs dont ils ont besoin. Et donc, tout en mangeant, ils ne vont pas être dans une situation de sécurité alimentaire satisfaisante. Et enfin, il est nécessaire que ces conditions soient présentes en permanence pour éviter, évidemment, des modifications dans le temps. Pour mélanger ces données avec la discussion que nous avons ensemble ce soir, vous avez ici une information sur l'effet estimé de la Covid sur la faim dans le monde. Grosso modo, à l'heure actuelle, on estime que 120 à 130 millions de personnes additionnelles se sont retrouvées dans une situation d'insécurité alimentaire à cause de la Covid. On voit que, effectivement, les projections pour 2030 montrent que l'on n'atteint pas la faim zéro, c'est très clair, montrent que probablement la Covid gardera un effet à moyen et à long terme, mais que de toute façon, on n'arrivera pas à résoudre le problème de la faim dans le monde d'ici à 2030. On voulait aussi attirer votre attention sur le fait que la sécurité nutritionnelle et la malnutrition est aussi un sujet qui peut entraîner des phénomènes tels que l'obésité des enfants, l'obésité des adultes,
n'a fait que augmenter au cours des dernières décennies. Donc là, vous avez une petite carte qui vous montre qu'aujourd'hui, aucun continent n'est épargné. Et on est bien sur la question de la qualité nutritionnelle et l'accessibilité à une nutrition de qualité dont parlait Josie. Donc aucun continent n'est épargné, même si massivement on voit que ça touche les pays du Nord. Vous voyez qu'en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Australie, etc., l'obésité augmente. Et phénomène très inquiétant, l'obésité des petits-enfants, des moins de 5 ans, n'a cessé elle aussi d'augmenter et elle ne cesse encore aujourd'hui de se développer. Donc voilà, un autre regard sur la malnutrition qui nous paraissait important d'apporter dans le débat. Les causes de la faim, certaines causes qui peuvent conduire à être aussi des conséquences parfois, on est sur des effets parfois systémiques. Cependant, il y a 3 domaines qui sont aujourd'hui considérés comme cause de la faim. Il y a celui des conflits dans le monde, on le voit encore aujourd'hui avec l'Afghanistan, mais on l'a vu avec la Syrie, on le voit avec d'autres pays. Les conflits amènent la faim pour les civils dans un certain nombre de pays. Les dérèglements climatiques, on y reviendra, mais les dérèglements climatiques ont pour effet de provoquer l'insécurité alimentaire, et bien évidemment les crises économiques qui interviennent notamment sur la question de l'accessibilité qu'évoquait Josie tout à l'heure, à plusieurs niveaux, quoi. Donc voilà 3 grandes causes de la faim qui contribuent à augmenter de manière significative la faim dans les pays touchés par un ou plusieurs de ces facteurs. On estime aujourd'hui que 98% des pays aux revenus faibles ou modérés sont exposés à des dérèglements climatiques extrêmes. Voilà. Donc là, l'extrême majorité des pays qui sont économiquement faibles sont en même temps des pays qui vivent un impact extrême par les dérèglements climatiques. Donc on va voir que la faim, elle peut avoir des causes, je vais commencer par le deuxième, conjoncturel. La crise du Covid, par exemple, a renforcé les inégalités, c'est sûr, et elle crée l'une des crises alimentaires, je ne sais pas si la pire du XXIe siècle, parce que le XXIe siècle il fait que commencer, mais une des crises alimentaires aiguës. Donc ça c'est conjoncturel, on peut espérer, mais il y a des facteurs importants structurels qui sont liés notamment à nos systèmes agricoles à bout de souffle et qui ont pour conséquence de provoquer des profondes inégalités. J'ai essayé de parcourir les analyses qui ont été faites au courant des derniers mois et pour voir un petit peu les relations entre la faim et la pandémie. La première chose qui n'est pas du tout un effet de la pandémie sur la faim, qui est plutôt dans le sens inverse, donc pour vous expliquer, les relations sont un peu complexes. La première chose, c'est que il faut se souvenir que les personnes qui sont moins bien nourries sont plus vulnérables à la maladie. Et dès lors, si on a une population donnée et un virus qui circule, le virus va vraisemblablement s'attaquer d'abord aux personnes qui sont mal nourries parce qu'elles sont vraisemblablement moins en état de résister physiquement. Et comme ces personnes qui sont mal nourries sont vraisemblablement des individus qui se trouvent dans les classes les moins favorisées de la population,
il se trouve qu'ils ont rarement des conditions d'emploi régulières et favorables, et donc la maladie risque rapidement de les empêcher de travailler, de les empêcher de produire des aliments ou un revenu pour eux ou pour leur famille, et donc de rendre plus difficile l'accès à la nourriture et à l'alimentation. Et donc, ils vont manger moins et être encore plus vulnérables aux virus qui circulent. On a un cercle vicieux. En second lieu, et c'est sans doute ce dont on parle le plus souvent, il y a les mesures prises par les gouvernements, et parmi celles-ci, celles dont on parle le plus souvent, qui sont les confinements. Confinements qui empêchent le travailleur de travailler et est un problème majeur pour les personnes ayant des emplois précaires. Ce secteur informel de l'économie où les emplois précaires sont majoritaires dans bon nombre de pays en développement. Sur l'ensemble de l'Amérique latine, par exemple, on estime que environ la moitié des emplois sont des emplois informels. Et donc vous imaginez bien que les choses ne se sont pas passées dans tous ces pays du monde comme elles se sont passées en France, où il existe des filets de sécurité sociaux et différentes manières pour les gens qui sont confinés de pouvoir continuer à avoir un certain revenu et un accès à l'alimentation. L'Organisation internationale du travail a estimé au moins à 400 millions d'emplois perdus au cours de l'année 2020. Vu fermeture des restaurants, des cantines, on en reparlera, donc une diminution de la demande, mais aussi fermeture des frontières, diminution des importations et donc de l'activité en général. Donc tout ça est catastrophique pour des personnes qui ont des situations précaires. Troisièmement, les différents facteurs dont on a parlé entraînent des pertes du pouvoir d'achat. Que ce soit dû au confinement, à la réduction de l'activité économique, et lorsqu'on se trouve, comme dans la majorité des pays du monde, dans des situations où il n'y a pas de compensation sous forme d'aide, quelle qu'elle soit, on a une disparition du revenu, une baisse du pouvoir d'achat, une vulnérabilité accrue et accrue à la maladie. On est dans un ensemble de cercles vicieux. Enfin, la majeure partie des pays au monde n'ont pas accès à une sécurité sociale digne de ce nom, n'ont pas accès à des systèmes de santé, n'ont pas toujours accès à l'éducation gratuite pour tout le monde, en particulier pour les petites filles, mais pour tout le monde, n'ont pas accès à à une retraite, un système de retraite, etc., etc. Quatrièmement, et on en parlait tout à l'heure avec José Emmanuel, il y a une baisse de l'accès à l'eau. Et l'eau est un élément fondamental non seulement pour l'alimentation, mais aussi pour l'hygiène et pour la santé. Et donc la diminution de l'accès à l'eau, parce qu'on ne peut plus se déplacer, parce qu'il y a moins de production, etc., entraîne immédiatement des risques pour la santé. Un tiers de la population mondiale, 2,5 milliards de personnes environ, boivent et utilisent de l'eau qui n'est pas potable, y compris pour boire. Vendredi passé était la journée mondiale des toilettes. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais bien évidemment, lorsqu'on ne peut pas circuler, lorsqu'il n'y a pas d'eau, etc., ce phénomène augmente. Et en touchant en particulier des femmes. Et c'est mon cinquième point, aggravation de la situation des femmes. Les femmes qui sont souvent en première ligne pour s'occuper de la santé et de l'alimentation des membres de la famille.
Les femmes qui, à cause de la pandémie, sont appelées en plus à travailler, à participer à des travaux collectifs. Et les femmes qui, à cause du confinement, sont victimes, comme vous l'avez entendu certainement, de croissantes violences domestiques à leur égard. Sixième point, l'accès au vaccin. L'accès au vaccin nous rappelle que la différence entre les pays riches et les pays pauvres, dont on avait espéré qu'elle diminue, voire qu'elle disparaisse, est bien présente, puisque les gens qui sont vaccinés à l'heure actuelle sont les riches des pays riches et les riches des pays pauvres. Et tout le monde n'a pas le même accès au vaccin. Septièmement, les programmes sociaux sont affectés de diverses manières par la pandémie. Programmes sociaux, j'entends par exemple les cantines scolaires, qui n'apportent plus la nourriture aux enfants car les écoles sont fermées. Et à cet égard, le Programme alimentaire mondial a estimé qu'en 2020, c'était 370 millions d'enfants qui avaient perdu l'accès à la nourriture en n'ayant plus accès aux cantines scolaires. Et le ralentissement de l'activité économique va entraîner une diminution des rentrées d'argent des gouvernements à un moment où ils en ont plus besoin pour financer les programmes sociaux d'aide et de compensation. Le G7 et le G20 avaient décidé en 2020 de diminuer, voire de supprimer une partie des dettes des pays les plus pauvres, mais c'est un processus long qui n'a pas encore eu d'effet suffisant pour aider réellement les gouvernements. Huitième point, tous ces points sont exacerbés en milieu urbain, puisque la densité de population y est plus élevée, et donc les problèmes liés à l'hygiène, au manque d'eau, à la transmission du virus, au manque de nourriture, etc., sont plus forts et plus importants dans les milieux urbains, en particulier dans les zones plus pauvres des milieux urbains. Le concept de système alimentaire a été inventé par un Montpelliérain qui était Malassis ou Malassis, qui était professeur à Supagro, et qui s'est dit à un moment donné, c'est bien gentil tout ça, mais la production agricole, ça ne sert pas uniquement à produire, ça sert à manger. Et en fait, le système alimentaire, c'est tout ce qui va se passer entre le moment où je plante une graine et le moment où l'individu va manger le produit qui lui arrive, et qui n'est pas nécessairement le fruit de la graine, mais qui a été modifié entre-temps. Et donc, j'ai pris comme exemple un document qui sort du ministère de l'Agriculture des États-Unis en 2017, où le service de recherche a étudié la répartition lorsque un Américain dépense $1 pour acheter de l'alimentation, quels sont les secteurs qui sont touchés? Eh bien, la chose qui est importante, c'est qu'il y a 8%, c'est-à-dire 8 centimes, 8% et demi qui vont à l'agriculture. Ce qui veut dire qu'effectivement, on a 92, 93, 92%, 91% qui vont ailleurs et qui nous rappellent à la fois que si l'agriculture est indispensable et doit fonctionner convenablement, elle n'est pas suffisante. Et ce qui nous rappelle aussi, d'une part, qu'il convient d'avoir des préoccupations pour ce qui se passe ailleurs, et enfin, ce qui nous rappelle pour les plus jeunes d'entre nous, que les possibilités de carrière et de travail pour qui s'intéresse à l'alimentation ne sont pas nécessairement dans l'agriculture, mais dans tous les autres secteurs qui vont de la production agricole à l'assiette du consommateur. Alors bien sûr, on a le transport, on a l'empaquetage, on a la transformation, le commerce de gros et de détail, tout ce qui est les services alimentaires, depuis les restaurants, les cantines, la préparation, etc. Et l'énergie, la publicité et des secteurs financiers. Bref, la nourriture qui nous arrive n'est pas uniquement celle qui a été produite dans le champ. Ce sont des produits qui ont été modifiés entre-temps, qui ont été transportés, qui ont été emballés. Et à l'heure actuelle,
toutes ces activités sont faites dans le but de créer du profit, alors qu'en fait, toutes ces activités devraient être accomplies dans le but de nourrir les individus. On entre, vous voyez, dans quelles sont les causes plus structurelles. Dans ces causes, on va trouver, on vient de le dire, un marché international inéquitable. 20% des produits agricoles qui sont vendus sur les marchés internationaux déterminent le niveau et la variation des cours mondiaux. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les grosses entreprises de l'agrobusiness qui déterminent les cours mondiaux alors qu'ils ne représentent pas l'intégralité du marché, loin s'en faut, quoi. Et que la production agricole qui n'est pas ou peu mécanisée, elle se trouve par conséquent mise en concurrence, enfin c'est même une mise en concurrence plus que déloyale, avec une production industrielle à bas coût, fondée sur l'accumulation de capital et dans l'import de produits chimiques ainsi que le dumping social et écologique. Vous voyez ? Donc, autre élément de cause structurelle, ce kidnapping des marchés internationaux, quoi. D'après la FAO, les agriculteurs pauvres sont les premières victimes du marché mondial inacceptable et ils sont on est incapable de leur fournir une rémunération décente. Mais cette référence de la FAO, je crois que Josie l'aime pas trop et qui va là vous apporter des petits éclairages un peu différents. Et je crois que c'est une bonne occasion pour se rappeler que lorsqu'on lit des documents, qu'on voit des chiffres, il faut toujours rester critique et se demander à qui profite le crime. Il est bien évident que des institutions comme la FAO, comme le Fonds international pour le développement agricole, mais aussi comme le Programme alimentaire mondial, qui sont les trois organisations qui nous intéressent ce soir parce qu'elles travaillent dans le domaine de l'agriculture, de la faim et de la lutte contre l'insécurité alimentaire, ont aussi comme objectif, malheureusement, de survivre. Il y a 30 ans et encore 20 ans, l'objectif du Programme alimentaire mondial était de disparaître. Je constate qu'il n'en parle plus aujourd'hui. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas convaincu que, effectivement, 75% des personnes souffrant de la faim ou des personnes les plus pauvres se trouvent en milieu rural. Je voulais reprendre 2-3 chiffres rapidement. D'abord, vous montrer l'évolution de la population mondiale sur une période qui n'est pas très longue, parce que pratiquement sur 2 siècles. Vous allez me dire, c'est les siècles qu'on vit. Parfait. C'est effectivement les siècles qu'on vit. Nous avons vécu une période tout à fait particulière dans l'histoire, puisque la population mondiale n'a quasiment pas augmenté depuis le début de l'humanité, ou très peu, jusqu'à 1800, et qu'elle a beaucoup augmenté depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que nous oublions, c'est que nous devons finir par oublier notre rassurante angoisse de l'augmentation de la population, qui est cause de tous les malheurs. Et parce qu'elle va disparaître, parce que l'on sait que la croissance de la population aujourd'hui déjà diminue, ce qui veut dire que la population augmente, mais de moins en moins vite. Et on sait aussi que en 2080, en 2100, en 2150, ça n'a pas beaucoup d'importance, la population va commencer à diminuer. Et donc c'est une problématique dont on ne parle pas, mais pourtant qu'il faudrait essayer d'affronter. Ça varie en général, je ne veux pas dire d'un pays, mais d'une culture, d'une situation socio-culturelle à l'autre. Vous avez plusieurs pays à l'heure actuelle, l'Allemagne, proche de nous, où la population nationale diminue, et je veux dire la population totale ne diminue pas en Allemagne parce qu'effectivement il y a de l'immigration qui permet d'éviter de devoir affronter ce problème. Par contre, un autre pays où la population diminue clairement et n'est pas compensée par l'immigration, c'est le Japon. Et le Japon connaît cette situation. Alors, quelles sont les raisons?
si on le savait, ça serait simple. On n'a pas très bien non plus compris encore les raisons de l'augmentation. On en a un certain nombre. Pour le moment, on est un petit peu mal armé, mal équipé pour comprendre la raison de la diminution. Et donc, en tant que chercheur, moi aussi, je suis un peu frustré à ce niveau-là. Mais on se trouve devant des phénomènes qui ne sont pas réellement expliqués. Je ne l'ai pas dit, loin de là, qui n'étaient pas explicables. Chaque société, face au vieillissement de la population, on a des populations qui sont avec moins de créativité, moins d'entrain, et donc les jeunes ont moins envie de se reproduire. On parle d'égoïsme, on parle de volonté de ne pas perdre son temps avec des enfants qu'on doit éduquer. On parle aussi d'explosion des structures familiales, et familiales jusqu'au niveau presque individuelle, d'une multiplication des familles monoparentales qui sont un étape avant les familles qui ne sont plus parentales du tout. Mais on n'a pas vraiment d'explication. L'amélioration des qualités sanitaires, de la situation sanitaire, de la médecine a entraîné une diminution très forte de la mortalité infantile et de la mortalité en général. Et donc les familles, je l'ai constaté moi-même, qui souhaitaient avoir 8 enfants ou 7 enfants vivants, en faisaient 12, parce qu'ils savaient, ou 13 ou 14, que sur les 14, il allait en rester 6 ou 7. Et il a fallu au moins 1 ou 2 générations. Maintenant, on n'en est pas encore au point, et vous parlez justement du Niger. Le Niger reste un des pays du monde où le taux de croissance de la population est le plus élevé, et où le taux de fécondité est encore le plus élevé. La scolarisation des jeunes filles, l'éducation des filles, retarde l'âge de procréation et donc par conséquent le nombre d'enfants ensuite par femme. C'est plutôt dans ce sens-là un phénomène d'émancipation des femmes selon moi. Mon petit côté féministe a tiqué quand on a dit c'est les femmes qui font des enfants. En général, moi j'ai entendu qu'il fallait être 2. Bon. Mais cependant, c'est vrai qu'aujourd'hui dans le monde, c'est souvent les femmes qui portent c'est plus que souvent les femmes qui portent cette préoccupation-là, les femmes qui éduquent les enfants, les femmes qui se soucient d'être les nourricières aussi, des enfants, etc. Donc, du rôle important des femmes et effectivement des femmes aussi qui peuvent, sans philosopher sur l'avenir du monde, aspirer pour elles-mêmes et pour leurs enfants à un mieux-être qui passe par une régulation des naissances. Deuxième point important, c'est que depuis 2007, il s'est passé quelque chose de fondamental dans l'histoire de l'humanité, c'est que pour la première fois, la majorité de la population mondiale vit en ville et plus à la campagne. Et je dirais que jusqu'en 2007, ça a toujours été les campagnes qui ont pensé à nourrir les villes. Mais aujourd'hui, les villes sont plus nombreuses. Et il nous semble que dans le futur, ce sera de plus en plus les villes qui vont penser à se nourrir, et non plus les campagnes qui vont penser à nourrir les villes. Et on voit bien comment la population rurale est amenée à diminuer, et nous savons que c'est un problème, et là aussi, dont on ne parle pas assez parce que c'est un problème majeur, surtout si on veut parler d'agroécologie, c'est-à-dire de multiplier les producteurs avec des entreprises agricoles plus petites, plus performantes au point de vue résultats et qualité. Vous trouvez ce graphique qui a été préparé par des gens du Fonds international pour le développement agricole, des personnes touchées par la pauvreté en zone urbaine et en zone rurale. Donc le nombre de personnes pauvres en zone rurale va diminuer alors qu'en zone urbaine, elle resterait la même chose. Je ne crois pas que ce soit exact. C'est un élément qui est publié, bien. Je ne crois pas que ce soit exact et je crois qu'il est temps de se préoccuper des pauvres qui vivent en milieu urbain.
il n'y a pas que les bidonvilles dans les grandes capitales du tiers-monde. Il y a beaucoup de populations qui vivent de manière marginale dans les villes de tous les pays du monde, qui vivent dans la pauvreté, mais qui ne sont pas attirantes pour les gens qui veulent les aider, qui veulent les étudier, parce qu'ils vivent dans des modèles complexes, parce que la structure familiale est explosée, parce qu'il y a de l'insécurité, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Et il est temps de se pencher là-dessus. Alors vous avez bien entendu qu'il y avait un petit peu de débat entre nous, hein, et on peut se demander d'ailleurs si l'explosion urbaine n'est pas liée justement au fait qu'aujourd'hui il est difficile quand on est un petit agriculteur de vivre de son travail. Et on peut aussi se demander si ce bel optimisme qui consiste à dire que demain les villes se préoccuperont de l'alimentation, participeront à l'alimentation, est une réalité ou une illusion supplémentaire, ou si l'avenir n'est pas, si l'avenir souhaitable ne serait pas un rééquilibrage de l'occupation du territoire, si notre avenir doit être forcément urbanisé. Cependant, pour continuer, dans les difficultés du monde rural qui peuvent jouer sur les causes structurelles de la faim, on peut noter que 92% des fermes aujourd'hui dans le monde sont des fermes familiales, mais qu'elles n'ont le droit d'exploiter que 24,7% du total des terres agricoles mondiales. Cette inégalité foncière, elle menace directement les moyens de subsistance de 2,7 milliards de personnes qui travaillent dans des petites exploitations agricoles et plus de 1,4 milliard de personnes parmi les plus pauvres dans le monde. La majeure partie des femmes n'ont pas d'accès garanti à une terre agricole, alors qu'elles représentent 60 à 80% des agriculteurs familiaux dans le monde. Une des illustrations du patriarcat, un certain nombre de lois, en particulier dans le monde, interdisent aux femmes l'accès à la propriété foncière. Entre 2000 et 2016, 26,7 millions d'hectares de terres agricoles sont passés aux mains d'investisseurs étrangers. Dans nombre de pays, ces investissements, ils se font comment? Ils se font par de l'accaparement de terres, dans la mesure où l'absence, et c'est facilité par l'absence de reconnaissance légale du droit foncier traditionnel, coutumier, autochtone, qui permet facilement à des prédateurs, à des investisseurs d'acquérir des terres déjà exploitées. Des terres qui peuvent être des communs, qui appartiennent à des villages, qui appartiennent à des familles depuis de tradition et depuis très très longtemps, qui, compte tenu du contexte, n'ont jamais été administrativement justifiées par un titre foncier. Cependant, elles sont la propriété de ces petits agriculteurs. Une des conséquences du modèle agricole, c'est la crise environnementale. Pourquoi? Parce qu'elle provoque la déforestation, 12%, l'élevage à 14%, 14,5% peut être considéré comme le principal poste émetteur de gaz à effet de serre. Au Brésil, je vous cite cet exemple-là parce qu'il est significatif, 63% de la déforestation de la forêt amazonienne est imputable à l'extension de l'élevage. Les dérives du système agro-industriel impactent aussi fortement la biodiversité, ça vous le savez, hein, aujourd'hui on en parle assez, notamment via la déforestation, le recours massif aux pesticides, la contamination des sols et des eaux. Le système agricole et alimentaire industriel nuit à l'intégrité des ressources biologiques, appauvrissent les techniques agronomiques. Question qui est parfois dans les représentations de réduire un manque. En 2015, l'équivalent de 4600 kilocalories par personne et par jour sont produites à travers le monde.
plutôt pas mal, hein. En termes de calories, ceci suffit en théorie à nourrir 12 milliards d'humains. A priori, on aurait de quoi nourrir 12 milliards d'humains. Un tiers de cette production est cependant perdue ou gaspillée sous des formes multiples. Comment agir? Comment agir? Ça, c'est la troisième partie. Pour partir d'un point simple, pour réduire la faim, il faut s'attaquer aux causes de la faim. Et reconnaître aussi que l'on s'est trompé. Que l'on s'est trompé que lorsqu'on a cru qu'il fallait produire plus pour supprimer la faim. Quoique, je me pose souvent la question de savoir ce qu'il se serait passé si entre 1945 et aujourd'hui, on n'avait pas réussi à faire toute cette production industrielle de produits alimentaires qui nous a permis de nourrir 5 milliards de personnes en plus. Mais là, ce sont des erreurs du passé. C'est dans cette optique que j'ai expliqué que les tendances montraient que l'augmentation de la population était en diminution, donc que nous n'allions plus être confrontés à aux mêmes contraintes qui étaient celles de la croissance rapide de la population, et que nous allons donc pouvoir avoir une approche un petit peu plus sereine et d'une approche un peu plus, je dirais, holistique, en prenant en considération non pas simplement le fait de faire du pognon en produisant de la bouffe, mais le fait d'avoir comme préoccupation de nourrir convenablement la population de cette terre. On va parler de la souveraineté alimentaire. Un des éléments qui est important dans cette réflexion est celui qu'on appelle en français l'agencéité, qui est une mauvaise traduction d'un mot anglais qui a été inventé par Amartya Sen, de nouveau l'économiste indien, et qui en fait désigne les actions qu'une personne peut prendre librement pour participer à la gestion de la société dans laquelle elle vit. En d'autres mots, de décider, en ce qui nous concerne ici, ce qu'elle produit comme aliment, mais décider aussi, parce que tout le monde ne produit pas, ce qu'elle achète et ce qu'elle consomme. Nous ne sommes pas maîtres de nos achats, nous sommes conditionnés. Et les enquêtes que l'on mène à l'heure actuelle et que j'ai pu suivre en France, en Italie et dans d'autres pays européens montrent, en prenant des personnes qui sortent d'un supermarché en Europe, on peut leur montrer qu'en ayant acheté moins, ils pouvaient manger beaucoup mieux et pour pas plus cher. Et on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, il n'y a pas que les autres qui jettent un tiers de la nourriture qui est à leur disposition. Donc le concept d'agencéité a cette idée de voir comment les personnes peuvent agir dans la société. On va pouvoir mesurer la manière dont les gens participent à la vie dans leur société. Je ne sais pas encore comment on va faire, mais on va essayer de le faire dans le cadre d'une approche qui est basée sur le concept de souveraineté alimentaire dont Manuel va vous parler. Voilà, tout à l'heure, nous avons commencé par vous parler de malnutrition, de faim dans le monde, de sécurité alimentaire. Ce que nos organisations aujourd'hui défendent, c'est un autre concept qui est celui de la souveraineté alimentaire. Donc, souveraineté alimentaire, c'est le droit des populations à décider de leur propre stratégie et politique. En latin, quand les populations, les citoyens, peuvent décider de leur stratégie et politique pour garantir la sécurité alimentaire, tout en considérant les effets sur les autres. C'est un contexte global, social, économique, politique et environnemental, où tout est lié. Petite définition pour vous dire, voilà, nous, notre perspective, c'est pas
la sécurité alimentaire, c'est pas simplement la lutte contre la faim, c'est d'atteindre une véritable souveraineté alimentaire dans le respect des droits humains et dans le respect de l'environnement, au nord comme au sud. La souveraineté alimentaire, elle permet la juste rémunération des agriculteurs et donc peut-être un rééquilibrage entre ville et campagne. Et elle permet l'autonomisation politique des peuples à travers la défense d'un principe d'autodétermination. Elle permet la mise en valeur de techniques agricoles et de traditions alimentaires qui assurent une gestion durable, respectueuse des ressources environnementales. Je voulais vous donner un petit exemple de ce qu'au niveau du CCFD Terre Solidaire, on essaye de faire à travers un programme qui est le programme TAPSA, donc de transition agroécologique et paysanne pour la souveraineté alimentaire, qui concerne 28 organisations paysannes dans 16 pays. Donc un ensemble d'organisations de paysans, coopératives, voilà, petites communautés paysannes, etc., qui travaillent à promouvoir l'agroécologie. On est dans le partage d'expériences, la réflexion commune, la recherche de solutions ensemble, c'est-à-dire que globalement, les citoyens, les paysans, qui vont rechercher comment faire système, comment aller de l'expérience de terrain à un véritable projet d'agroécologie qui va dans le sens de la souveraineté alimentaire. Les trois leviers d'action qui nous semblent importants, c'est de mobiliser les citoyens pour un changement de modèle. Donc les citoyens, c'est les citoyens consommateurs. On a une puissance d'action, de réflexion collective, c'est ce que vous faites ce soir, hein, de venir ensemble réfléchir à ces questions-là et de pouvoir échanger, de croiser nos idées, de croiser nos informations comme on peut le faire pour être responsable de l'information qui nous est donnée et pas simplement abreuvé de télévision ou d'internet ou de réseaux sociaux, etc., pour arriver à construire une opinion critique, pour interpeller nos dirigeants, pour interpeller tous les influenceurs et leur dire quelle alternative on souhaite construire. Les instances de gouvernance mondiale ont jeté l'éponge, sont privées de moyens, sont sous l'influence ou ont laissé leur pouvoir à un certain nombre de multinationales. On a véritablement besoin de retrouver une gouvernance mondiale. Elle n'a jamais été terrible, hein, cette gouvernance mondiale. On ne peut pas dire qu'il y a eu un temps où les instances telles que la FAO ou autres ont fonctionné efficacement. Mais là, on est arrivé à un point zéro, un point proche du néant. ACF, avec le CCFD Terre Solidaire et Oxfam, on a fait paraître un rapport pour dénoncer le fait que l'essentiel du budget de la coopération française, depuis 10 ans, n'allait pas aux plus pauvres, n'allait pas à des modèles agricoles durables, servait beaucoup à soutenir l'agriculture conventionnelle et servait pratiquement pas à la promotion des femmes. On l'a écrit pour interpeller l'État et pour lever le voile sur la non-transparence du budget de la coopération française qui ne sert pas à un système alimentaire durable. On est loin de la souveraineté alimentaire. Voilà. Donc interpeller, dénoncer, proposer des solutions, c'est tout le travail que les organisations telles que les nôtres peuvent mettre en place. C'est de soutenir des organisations locales dans leurs alternatives. Il y en a partout dans le monde. C'est formidable aujourd'hui si on regarde le foisonnement d'initiatives en tout genre qui naissent pour un autre mode de consommation, pour un autre mode de production, de distribution, les circuits courts, etc. J'ai mis des flèches entre les trois parce qu'on a besoin de ces trois domaines d'action. On a besoin d'alternatives,
On a besoin de mobilisation de citoyens et on a besoin de plaidoyer. Et c'est avec cet ensemble de moyens d'action qu'on va pouvoir reconquérir par rapport à l'alimentation un pouvoir d'agir en faveur de la souveraineté alimentaire. Alors, la loi sur le devoir de vigilance, c'est un petit exemple intéressant, un petit exemple dont on est très fier, puisque on a réussi à obtenir qu'il y ait cette loi en France, mais aujourd'hui, le gouvernement français ne montre aucune volonté de le faire appliquer. Aucune volonté. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, organisation? Eh bien, on a dit, puisque elle est contraignante, mais en même temps, elle n'est pas si contraignante que ça, puisqu'elle ne pose pas de sanctions pour le moment. Elle oblige simplement à publier ce que les entreprises font en matière d'application des règles sociales et environnementales. Ça ne va pas chercher loin quand même, on n'est pas au bout du compte avec ça. Et ben, même ça, contrôler que les entreprises françaises multinationales, on va dire que c'est de ça qu'il s'agit, agissent bien comme ça, l'État n'est pas prêt à le faire. Qu'est-ce qu'on fait nous, ONG? On dit, ben, si sous prétexte que c'est beaucoup de travail, si vous ne voulez pas le faire, ben, nous on va le faire. Et chaque année, depuis 3 ans, on publie l'état des entreprises en matière de respect du devoir de vigilance. Ça commence à chatouiller un peu. La loi sur le devoir de vigilance en France, elle est intéressante parce que c'est un pied dans la porte et qu'elle nous permet d'aller plus loin, effectivement, d'espérer d'influencer des États européens, d'espérer qu'un jour, même si ça paraît loin aujourd'hui, on obtienne des règles onisiennes en matière de régulation des multinationales et de sanctions et d'application des sanctions.